suis Victor Fleury et je suis invité ici par la librairie Plume Bulle de Charleville-Mézières parce que j'écris des romans. Et le roman pour lequel je suis invité s'appelle L'Empire électrique. Alors, derrière ce titre, qu'y a-t-il? Il y a un univers un peu étrange, l'univers du 19e siècle, mais pas le 19e siècle que vous connaissez. Alors, il y a bien des chapeaux haute forme, des robes à crinoline, hein, des détectives géniaux comme Sherlock Holmes, des criminels affreux comme Jack l'Éventreur, mais dans cet univers, eh bien, la technologie électrique a progressé beaucoup plus rapidement que dans notre univers. Donc, l'électricité permet des merveilles scientifiques, permet l'apparition de véhicules, de robots électriques. Par exemple, la capitale de l'Empire électrique, qui se situe à Lyon, a le ciel sillonné de téléphériques électriques. Et vous savez, la tour Eiffel, eh bien, dans cet univers, elle n'a jamais été construite. À la place, il y a le phare Bourdet. Le phare Bourdet, qui est un véritable projet qui a été écarté dans notre monde et qui a été réalisé dans ce monde-ci. Et au sommet du phare Bourdet, vous avez un immense paratonnerre qui attire l'énergie des éclairs pour le réutiliser. Mais ce n'est pas seulement ce qui a changé. Hein. Il y a également le pouvoir politique qui a changé. Parce que dans cet univers, Napoléon Ier, l'empereur, celui qui a été battu dans notre monde au début du 19e siècle, eh bien dans ce monde, il a gagné ses guerres. Il a conquis toute l'Europe, et même plus que ça, une partie du monde, et eh bien ses descendants règnent encore sur toute l'Europe et au-delà. Et donc, cet empereur, donc son fils Napoléon II, qu'on surnomme le vieil aigle, dans notre réalité, il est mort à 25 ans et on l'appelait l'aiglon. Dans cette réalité, il n'est pas encore mort, et en 1886, il règne d'une poigne de fer sur toute l'Europe. Je vous parlais de robots, par exemple. Eh bien, sachez que la police de Napoléon II est juchée sur des machines qu'on appelle les sauterelles électriques. Ce sont des quadrupèdes électriques avec des petites électrodes au bout des pattes qui leur permettent d'électrocuter les vilains républicains et les affreux révolutionnaires communistes qui osent se dresser contre notre bien-aimé empereur Napoléon II. Alors, l'Empire électrique, c'est aussi des héros que vous connaissez. Parce que je réutilise des héros de la littérature populaire du 19e siècle. En fait, je me suis demandé, et si Sherlock Holmes existait vraiment? Alors dans ce monde, il ressemblerait à quoi? Puis je me suis posé la même question pour beaucoup d'autres héros. Ce qui fait que l'Empire électrique est divisé en 6 histoires différentes. Chaque histoire est centrée sur un héros, et n'est pas tel que vous le connaissez. Alors bien sûr, vous allez reconnaître son caractère, vous allez reconnaître ses principales caractéristiques, mais son passé a changé parce qu'il a vécu une histoire différente. Exemple. Dans la première histoire, Sherlock Holmes, eh bien, vient de passer 10 ans au bagne, en prison. Pourquoi? Parce que l'Angleterre est occupée par les Français. Ce pauvre Sherlock Holmes a tenté de résister en éditant des journaux clandestins et puis en faisant du Sherlock Holmes. Hein. On sait comment il est. C'est un individu louche qui trafique de la drogue et qui aime mener des enquêtes contre ses ennemis. Et donc là, il s'est fait emprisonner au bagne pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, l'empereur vient le chercher et lui demande, en échange du fait de le sortir du bagne, d'enquêter sur d'autres résistants que la police française n'arrive pas à arrêter. Et voilà Sherlock Holmes, obligé d'enquêter pour les ennemis de son ennemi. Et donc, avec lui, il ne va pas avoir le docteur Watson, comme dans les aventures que vous lui connaissez, parce que dans ce monde, il ne connaît pas encore Watson, peut-être va-t-il le rencontrer, mais il va devoir enquêter avec un capitaine de l'armée française, le capitaine Edmond Gérard, qui est là à la fois pour le surveiller et aussi eh bien, pour l'aider. Alors ce n'est pas le seul à changer. La deuxième histoire, par exemple, concerne le docteur Frankenstein et ses inventions. Donc c'est plutôt une histoire d'horreur. Dans chaque histoire, vous allez avoir une ambiance particulière. La troisième histoire, par exemple, met en scène Zorro. Alors ce n'est pas le jeune Zorro que vous connaissez avec sa cape, son épée et son optimisme. Hein. Là, je parle d'un vieux Zorro qui vit dans une Amérique du Nord qui a été divisée en plusieurs États. Par exemple, la République de Californie est indépendante, et le Royaume de Louisiane aussi. Et notre Don Diego de la Vega, que nous connaissons jeune, il est là, il est vieux, et il a été nommé ambassadeur de la République de Californie dans le Royaume de Louisiane. Et alors qu'il arrive dans ce royaume, il s'avère que le royaume de Louisiane, qui est esclavagiste, connaît des révoltes d'esclaves menées par un mystérieux baron Samedi qui prétend être un sorcier vaudou. Et les sudistes, et oui parce que la guerre entre les nordistes et les sudistes existe et continue depuis plus de 20 ans, eh bien les sudistes et les sudistes ont envoyé en Louisiane leur pire génocidaire, le colonel Tom Sawyer, qui est un abominable individu, et qui va tenter de persuader les Louisianais de s'allier aux sudistes. Entre la peste et le choléra, que va faire Don Diego de la Vega? Bien sûr, il va faire appel à son alter ego, Zorro. Sauf que ce Zorro, comme c'est un vieux Zorro, il revêt une armure électrique, il a des gadgets électriques pour faire face à ses ennemis. Mais est-ce que ça suffira?
vous verrez bien dans Les Masques du Bayou, qui est la 3e histoire. La 4e histoire concerne le jeune Gavroche, qui, dans le monde de Victor Hugo, hein, Les Misérables, est mort sur les barricades. Et ben, dans mon monde, Gavroche n'est pas mort. Au contraire, il a survécu, il s'est marié avec Cosette, l'autre personnage des Misérables, et ensemble ils sont devenus un couple d'aventuriers romantiques, républicains, qui voulaient faire triompher la liberté face à l'empereur. Mal leur en a pris, puisqu'ils ont été capturés et envoyés au bagne de Vidocq, c'est ainsi que s'appelle le bagne, qui se situe sous le désert le plus chaud du monde, en Australie. Un bagne souterrain qui est contrôlé par une intelligence artificielle électrique. Là-bas sont cantonnés tous les réfugiés, enfin tous les opposants politiques de Napoléon. Et donc, Cosette et Gavroche vont tenter de réunir une tripotée de héros qui se trouvent enfermés dans ce bagne pour tenter de s'évader. La 5e histoire concerne les meurtres de Jack l'Éventreur, qui ont vraiment lieu, mais cette fois en France, puisque Londres, depuis la conquête française, est une ville sans importance. C'est Lyon, la capitale de l'Empire, qui va tenir lieu de théâtre d'opération à Jack l'Éventreur. Et il se trouve que ce pauvre docteur Watson, qui ne connaît pas encore Sherlock Holmes dans le monde dont je parle, va débarquer à Lyon et va se trouver au mauvais moment, au mauvais endroit. Le pauvre voulait juste s'inscrire à l'université de médecine de Lyon, qui est très réputée. Il se fait accuser d'être Jack l'Éventreur, et pour prouver son innocence, il n'a d'autre choix que d'enquêter sur les meurtres. Et heureusement, il ne va pas le faire tout seul, puisqu'il y a une autre personne qui a d'autres intérêts à trouver ce Jack l'Éventreur. Il s'agit d'un gentleman cambrioleur que vous connaissez peut-être, sous le nom d'Arsène Lupin. Et donc la dernière histoire qui concerne cette fois le capitaine Nemo, eh bien, ne parle pas tout de suite de Nemo en tout cas. Elle parle d'un capitaine qui pendant toute sa vie a pourchassé Nemo sans jamais réussir à l'attraper. Parce que Nemo c'est un pirate. Il coule des navires, il tue des équipages. Parce que Nemo il déteste l'Empire électrique, l'Empire français. Et ça fait 30 ans qu'on n'a plus entendu parler de lui. Et puis tout d'un coup, un sous-marin refait surface dans l'Atlantique, commence à couler les navires de l'Empire français, et l'empereur convoque ce vieux capitaine, lui fournit un sous-marin immense et encore plus perfectionné que le Nautilus, qui s'appelle le Léviathan, et va le lancer sur les traces de Nemo. Mais ce sous-marin qui vient de faire surface, est-ce vraiment Nemo? Et si ce n'est pas Nemo, où est donc Nemo? Est-ce que ce capitaine va finir par avoir sa vengeance? Vous le saurez en lisant À la poursuite du Nautilus, la 6e histoire de l'Empire électrique. Et donc comme je le disais, ces 6 histoires ont des liens entre elles. Donc vous allez voir des personnages secondaires qui reviennent, des événements qui ont des conséquences sur d'autres histoires, tout en sachant que chaque histoire, qui fait entre 60 et 100 pages, a son propre scénario et peut se lire du début à la fin sans lire les autres. Votre pseudo Villevortex, ça vient d'où? Alors mon pseudo, c'est le pseudo que j'utilise donc pour la science-fiction. J'ai par exemple signé une nouvelle que j'aime beaucoup dans l'anthologie Dimension Système Solaire aux éditions Rivière Blanche. C'est un pseudo que j'utilise uniquement pour la science-fiction pure et dure. Là en l'occurrence, c'est une histoire d'un homme qui est chargé de surveiller, de gérer le système de surveillance du système solaire, qui est installé sur la planète Sedna. Sedna, c'est un des corps les plus éloignés du Soleil, mais qui continue à graviter quand même autour du Soleil. Et donc il est chargé de surveiller de gérer les machines qui empêchent les extérieurs, qui sont d'abominables extraterrestres, d'entrer dans le système solaire humain. Seulement, le pauvre, il va lui arriver des choses, je vous en dis pas plus. Et donc, toutes les histoires que je raconte en science-fiction sont signées Villevortex. Alors pourquoi Villevortex? Vortex, parce que c'est un phénomène d'ailleurs, je ne saurais le qualifier, un phénomène, mais en tout cas étrange, et Ville, parce que Barbé d'Aurevilly, qui est un auteur décadent du 19e siècle, a dit qu'il fallait toujours un Y dans son nom ou dans son pseudonyme. Et comme j'en ai déjà un dans mon nom de famille, il m'en fallait un dans mon pseudonyme. Et Ville, parce que j'ai tendance à admirer Ville Coyote. Vous savez, le dessin animé avec le coyote et Bip Bip. Parce que Bip Bip, il ne fait jamais rien à part courir et se moquer du coyote, alors que le coyote, lui, il échoue. Mais c'est un loser magnifique, puisqu'à chaque fois, il déploie des trésors d'imagination pour attraper Bip Bip. Et si ça échoue, eh c'est pas grave finalement, parce que dans notre cœur, celui qu'on préfère, c'est Ville Coyote. Vous avez parlé de polar, vous avez parlé de steampunk. Quel est votre champ de prédilection? J'en ai pas vraiment. Tout ce qui a trait à l'imaginaire m'intéresse. Du moment qu'on peut faire titiller l'imagination, faire s'évader le lecteur et en même temps poser des questions sur notre monde en utilisant des éléments
étrangers, imaginaires, et qui vont dépayser et en même temps questionner, ça m'intéresse.